Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons Gouvernance de ce jeudi 15 juin 2023 avec notre consultant politique. Bonjour Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes de la chaîne. Les députés ont finalement désigné leurs représentants dans les parlements sous-régionaux, régionaux, panafricains et dans quelques institutions de la République. Cela s'est fait sans les propositions du Parti Les Démocrates qui, je vais dire, désapprouvent la clé de répartition avant qu'on en revienne à leur posture. Agapit Napoléon Maforican, cette présence dans ces organes comme la CEDEAO et autres apporte quoi concrètement à la République? Écoutez, le Parlement béninois doit être représenté. Il y a ce qu'on appelle la coopération parlementaire, il y a la coopération sous-régionale. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une dynamique d'intégration africaine et qu'on a vocation à devenir peut-être un peu une structure fédérative ou unitaire où les parlements puissent prendre un certain nombre de directives ensemble des lois. Mais on n'y est pas encore, donc on tente. Au niveau de l'UEMOA, par exemple, l'UEMOA devrait déjà muter. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, on a déjà pu muter depuis un parlement de l'UEMOA. Et normalement, le parlement de CEDEAO, dans lequel siègent 8 pays de l'UEMOA, tout ça devrait travailler, concourir à une hiérarchisation, une uniformisation, peut-être des règles. Comme ça se fait entre les États et l'ensemble comme l'UEMOA. L'UEMOA aujourd'hui prend des directives qui parfois s'imposent aux États. Et parfois même directement s'imposent au Parlement, où les parlements sont tenus de ratifier certaines directives. Il y a des avancées régionales. Et il faudrait que des parlementaires béninois siègent à ces lieux-là pour comprendre un peu comment ça fonctionne, qui discutent ensemble d'un certain nombre de normes qui doivent être intégrées dans les normes internes. Vous voyez, donc tout ça fait partie, c'est utile du point de vue formel. Après, du point de vue réaliste, du point de vue opérationnel, est-ce qu'on a les comptes rendus? Quelle avancée notre Parlement a pu avoir du point de vue législatif? Depuis que nous participons à ces on n'a pas toujours peut-être ces retours. On voit beaucoup plus le président de l'Assemblée nationale voyager, les comptes rendus de ces voyages. Il faudrait peut-être qu'on ait les retours des réunions des membres que nous envoyons dans ces organes-là, dans ces organismes, pour qu'on comprenne. Il faut qu'il y ait une belle interaction. Je pense que l'existence des chaînes parlementaires, la radio et la télévision, pourrait peut-être servir à cela. Est-ce qu'on ne peut pas le faire entre les États comme les accords de coopération directement État à État que de passer par les parlements? Il y a la coopération bilatérale qui est restée toujours. Le Bénin, le Togo, le Bénin, le Niger, le Bénin, le Nigeria, ça existe toujours, c'est pas interdit. Donc, mais la coopération bilatérale n'empêche pas qu'il soit en place entre l'État et les organisations sous-régionales. Et si maintenant on est dans l'État et les organisations sous-régionales, donc régionales et sous-régionales, l'Union africaine c'est continental, la CEDEAO c'est régional, l'UEMOA c'est sous-régional. Donc il peut y avoir ces mécanismes. À partir du moment où le Bénin est parti, adhère à cette organisation, membre fondateur, membre ou bien membre adhéré, donc accepter ou adhérer, le Bénin étant siégeant doit pouvoir respecter, doit prendre part aussi à ces rencontres-là et donc avoir voix au chapitre. Là, c'est les décisions d'ordre général. Et normalement, si certains éléments sont votés, certains accords, certains accords, certaines conventions sont plutôt proposées à ce niveau-là. Le Bénin va les signer. Et parfois, maintenant, le Parlement, puisque les députés béninois sont partis, ils en rendent compte au Parlement pour que, quand le gouvernement envoie l'accord de ratification, que le Parlement puisse l'accorder plus facilement parce que ses membres ont participé à des réunions et savent les tenants, les aboutissants de tels documents. Bon, la dernière révision de la Constitution a permis d'avancer un peu dans ce cadre. Et certaines décisions de la Cour constitutionnelle également sont venues un peu, disons, corriger un certain nombre de dysfonctionnements ou alors créer d'autres situations. Bref, c'est quand même une problématique de la participation de nos pays à ces genres de rencontres. L'idéal serait vraiment qu'on finisse par créer les parlements et qu'il y ait une sorte d'interaction réelle, visible, tangible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça peut favoriser donc une certaine fluidité selon ce que vous avez expliqué. Mais est-ce que cela peut expliquer ce qui se passe au Parlement en matière de désignation des représentants? Non, pas du tout. Ici, ce qui se passe au Parlement relève plutôt des jeux d'intérêt. C'est des positionnements. C'est des positionnements, chacun se bat pour son positionnement, pour le positionnement des siens. Donc, ça n'a rien à voir avec l'efficacité ou
chacun a envie d'y être et avoir les siens là-bas. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Autrement, on doit regarder les profils. L'action parlementaire, on doit regarder certains profils, certains types de profils. Quand je regarde ceux qui sont envoyés, c'est pas toujours ça. C'est une affaire d'équilibre au niveau des groupes parlementaires, c'est d'équilibre. Donc, voilà. Justement, parlons des groupes parlementaires, Agapit Napoléon Bafoué-Campé, depuis février, on va dire qu'ils ont été installés. Rien ne les satisfait. Je parle des démocrates, ils ont des réserves sur tout et s'abstiennent de tout pratiquement. Concrètement, quel est l'apport de cette posture dans la consolidation de la démocratie qui leur tient autant à cœur? D'abord, il faut s'accentuer sur ce cas-ci. Le cas-ci, il faut remonter au premier rapport de la commission des lois sur la situation qui a déclenché l'ire des députés du bloc républicain. En réalité, la confusion, comme je l'ai dit, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a sorti avec cette affaire de majorité-minorité. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a proposé la place. La logique, c'est la configuration politique du Parlement. Parce que le Parlement est un lieu politique. Un parti qui dit de la mouvance peut devenir et de l'opposition peut être. Ça ne concerne pas normalement le constituant. Dans la mesure où le régime est un régime présidentiel, les lignes sont totalement détachées entre les institutions, entre le Parlement et l'Assemblée nationale. Les points de jonction sont fermement précisés par la Constitution directement. Les points de jonction entre les deux institutions sont fermement précisés par la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle n'avait plus à en rajouter. Et nulle part dans la Constitution, vous ne verrez configuration politique, vous ne verrez majorité opposition. Parce qu'il n'y a pas de vote de défiance. Il n'y a aucun vote sur un rapport, sauf par rapport à la poursuite pour outrager le Parlement. Et donc, en clair, ce dont il est question ici, c'est que le Parlement doit avoir ses organes à l'intérieur selon sa configuration politique pour prendre ceux qui siègent au bureau, ceux qui siègent dans les corps, dans les structures et autres. C'est ça. Mais on est allé sortir un truc de majorité-minorité pour embrouiller la carte, etc. Je pense que ce que la Cour constitutionnelle actuelle va devoir pouvoir faire, je pèse mes mots, va devoir pouvoir faire, c'est franchement opérer plus nettement le revirement. La précédente cour présidée par Razak a déjà commencé, mais n'est pas allé vraiment au bout. Il faut finir avec. Il n'y a pas. Le concept de majorité-minorité n'existe pas au Parlement. Notre Parlement n'en a pas besoin. Notre Parlement a besoin de configuration politique. C'est-à-dire, quelle est la carte politique issue des élections. Surtout avec la réforme du système partisan, on a plus besoin de ça. Configuration politique. Et là, dans la règle du 3, on voit la configuration politique. On connaît le nombre de sièges à pouvoir, on connaît le nombre de sièges de chaque organe, mais on fait la règle du 3 et on gère le problème. Donc, en réalité, il faut bannir ce principe de majorité-minorité qui est une politique à confusion, et que ça n'apporte rien à la démocratie, que ça crée plus de confusion. Et depuis que c'est instauré, ça ne fait que créer la confusion. Donc, le Parti des démocrates, dans l'absolu, a raison. Ils ont raison parce qu'on leur crée une situation. Voilà, il y a une chose maintenant. Ce qui se passe, le drame, c'est qu'il n'y a pas de hasard parfois. Mais le fait que deux partis soient la minorité pose le problème. Parce qu'en fait, c'est le nombre de députés. On a dit clairement, et la décision a même dit que la minorité parlementaire, c'est par rapport à son nombre. La majorité parlementaire, c'est par rapport à son nombre de députés. Des députés, et non donc on a 3 partis au Parlement, avec un parti qui a 53 députés, et 2 partis qui ont 28 députés. Mais alors, donc, il ne peut pas faire alliance. Et donc, parce qu'il ne peut pas faire alliance, si on les met ensemble, leur nombre dépasse l'autre. Mais puisqu'il ne peut pas faire alliance, lorsqu'il y a à désigner 4, l'autre a 3. Bon, lorsqu'il y a à désigner 4, l'autre a pu prendre les 4. Mais l'autre aura, parce que le nombre de députés fait que, dans le calcul, il prendra 3. Et maintenant, comme les 2 autres ne peuvent s'entendre pour prendre 1, c'est qu'un va rester en ballottage. Il y a même des sièges en ballottage. Voilà, parce que justement, l'autre ne peut pas prendre. Mais ça va trouver 28. Mais qui va prendre le 28? Donc il va falloir trouver le mécanisme au niveau du règlement intérieur. Mais lorsque c'est 5, l'autre prend 3. Parce que quand l'autre prend 2, les autres prennent 1, il va rester 1 que l'autre va prendre. À cause des cachets de plus forte reste et de la plus forte moyenne. Donc, il est évident que ce qui est passé au Parlement, c'est ça. Je ne vois pas la Cour changer ça. Ça, la suite, cette formule, c'est pas une affaire, c'est pas l'autre affaire des députés nommés, tout ça là. Non, ici, on est très clair là-dessus. Parce que si on dit que c'est la minorité parlementaire, qui est la minorité parlementaire?
Bon, les démocrates se réclament seule minorité non, parlementaire. Ils sont minorité politique. C'est-à-dire qu'ils sont minorité ils sont opposition. Ici, il n'y a pas question d'opposition. En fait, eux, ils s'en tiennent à leur déclaration, vu que le BR n'a pas fait de déclaration. Le BR n'a pas fait de déclaration. Au Parlement d'un régime comme celui de l'autre, il n'y a pas de déclaration à faire. Il y a contenté le nombre. Le règlement intérieur du Parlement parle de configuration politique. Pas plus. Et en dehors de la Constitution, il n'y a que le règlement intérieur de l'Assemblée qui leur est imposé dans leur fonctionnement interne. Les autres trucs, imaginez pas la Cour constitutionnelle, là, doivent disparaître pour qu'on clarifie le jeu. Je pense qu'il faut qu'on... Sinon, cette confusion crée l'instabilité. Et c'est ça que nous vivons actuellement. C'est l'affaire de majorité minorité est une instabilité créée et renforcée avec le temps. Il faut y mettre fin. Et pour les ballottages, les sièges restés en ballotage, on gère ça comment? Normalement, ils doivent s'entendre, la minorité devrait s'entendre pour s'équilibrer ici ou là. Parce qu'il y a d'autres déviations en cours. Il y a à l'interne la Commission des droits de l'homme, l'autorité de protection des données personnelles. Donc, il y a des structures dans lesquelles le Parlement envoie des gens. Donc, vu ainsi, je pense qu'il n'y a pas de problème en principe. Donc, ils doivent s'entendre et voir. Vous voyez, au Parlement, il y a les négociations ici. On est au-dessus d'un champ politique. Tout ne peut pas aller à la Cour constitutionnelle. Et vu qu'ils s'abstiennent de tout. Je pense que la posture, ils vont finir par s'enliser dans leur posture. Ou bien, ils vont jouer encore aux victimes et créer après on voit le super-président d'honneur s'amuser et ils jouent aux guerriers. En fait, on ne comprend pas, on ne les lit plus. Parce que bon, le président d'honneur, soit il chante, soit il joue. Il a autre chose à faire aussi que la politique. Donc, du coup, il prend du bon temps. Ça, moi, je salue. C'est bien. Ça détend. Et ça nous détend aussi. Mais la posture des siens, je pense qu'il va falloir qu'ils s'en occupent aussi. C'est une très mauvaise posture. Guerrière, on veut tout à soi, on ne veut rien lâcher aux autres. Je viens ici, quand on est en minorité, chez nous, en fond, on dit il n'y a pas de PD. C'est un principe. On dit que le gars de débat du MP. C'est un rapport de force. Et on est au Parlement, c'est encore plus un rapport de force parlementaire. Ils finiront pas créer l'exclusion. Non, ce n'est pas l'exclusion. Dans tous les parlements du monde. Dans tous les parlements du monde, c'est un jeu viril. Ce n'est pas un jeu pour adolescents immatures. C'est un jeu pour gens sérieux. Chaque situation qui va au Parlement est une situation presque guerrière. C'est-à-dire que, et quand c'est ça, parfois, dans une belligérance, avant la guerre, il y a ce qu'on appelle la situation de belligérance, on peut envoyer des gens au front pour essayer de détendre l'atmosphère, voir dans quelle mesure on peut discuter, pour pouvoir trouver quelques terrains d'entente, pour éviter la guerre. Et l'état de guerre peut rester là, mais on peut éviter au moins la guerre, les batailles. Et donc, au Parlement, ça fonctionne comme ça. Les autres parlements vont fonctionner comme ça. Les premières, deuxième, troisième législation. Et puis progressivement, ça s'est radicalisé. Et comme la Cour constitutionnelle a commencé par jouer un rôle aussi un peu trop de producteur de normes, on s'est rentré dans une situation où, bon, les gens vont jouer leur bataille à la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai espoir qu'à la suite de la Cour de Djabouénou, que le professeur Sosa, un homme de pondération, et les autres membres de la Cour qui l'entourent, j'espère vraiment qu'ils vont calmer le jeu au niveau de la Cour. La Cour ne doit plus être le relais des champs politiques, le relais des batailles politiques des politiciens. La Cour doit rassurer tout le monde, et en disant d'abord, en revenant d'abord au texte de départ de nos institutions, pour qu'on puisse franchement être rassuré quand la Cour constitutionnelle sort ses décisions. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforekan, pour ces analyses. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin Parlons Gouvernance de ce jeudi. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct sur iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.